Suivez l'entrevue avec Redis Stadigo International, RSG au cœur de votre projet d'études à l'international. Bonsoir chers téléspectateurs et internautes, merci de suivre Investi Média, la chaîne des investisseurs. Dans ce nouveau numéro de l'entrevue, nous recevons pour vous Dr Maman Alourou, enseignant vacataire au département de l'histoire à l'université de Lomé. Docteur, bonsoir. Bonsoir Dubien, bonsoir à tous les internautes et téléspectateurs d'Investi Média. Merci une fois encore d'avoir accepté. Tout le plaisir est pour moi, Dubien. Notre invitation. C'est toujours avec plaisir que nous répondons à vos sollicitations pour essayer d'éclairer la lanterne des compatriotes sur les faits contemporains de notre cher pays, le Togo. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Aujourd'hui, docteur, vous êtes sur notre plateau pour nous parler de la constitution du territoire de Togoland et les résistants de notre cher pays, le Togo, en lien avec le thème précédent, qu'est la naissance du Togo. C'est bien ça? Bien évidemment, oui. La dernière fois, nous avions décortiqué ensemble ici l'acte qui a donné naissance à l'entité territoriale qu'on appelle le Togo. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la constitution de l'espace territorial du Togoland. Alors justement, parlant de ça, docteur, comment a été faite la conquête territoriale du Togo? Et comme on l'a dit la dernière fois, le premier acte qui a donné naissance au Togo, on l'a dit, c'était le 5 juillet 1884, à l'issue du traité de Putatura qui a été signé entre le roi Mlapa de Togoville et le et le consul de l'Allemagne qui est nommé Gustave Nachtigal. Donc, cet acte-là a donné naissance au Togo. En fait, ce n'était pas tout le Togo. À partir de cet acte qui a donné, en fait, le début de la conquête du territoire, les Allemands vont aller vers l'intérieur pour conquérir leur espace qu'ils vont dénommer Togoland. En réalité, ils se sont basés sur un principe qu'on appelle le principe de l'Interland. De novembre à février 1885 à Berlin, en Allemagne, les puissances impérialistes se sont retrouvées dans une conférence que nous avons appelée la conférence de Berlin. À l'issue de cette conférence, ils se sont échangés sur les principes sur lesquels il fallait partager et conquérir le continent africain. Donc, l'une des décisions prises... Partager, vous dites? Partager le continent africain. Le continent africain. En réalité, pour revenir en arrière et expliquer en fait les faits, quand l'Afrique a été l'assaut, l'objet ou bien de la ruée des Européens vers elle, il y a eu des mésententes parce que plusieurs endroits ont été occupés par plusieurs puissances à la fois. C'est-à-dire, si vous êtes chef de village, par exemple de Nangbeni, le colonisateur ou bien l'impérialiste allemand arrive à votre niveau, il dit « je veux occuper votre espace ». Je vous donne tous les cadeaux que vous voulez. Vous prenez et vous mettez le drapeau allemand. Il part. Si les Anglais arrivent, vous cachez le drapeau allemand. Et ils voient que c'est un espace libre. Ils vous donnent encore des cadeaux. Vous prenez leur drapeau, vous mettez. C'est ce qui s'est passé. Plusieurs endroits ont été revendiqués par les explorateurs, notamment au niveau du fleuve Congo. D'accord? Le fleuve Congo a été exploré par Livingstone, il a été exploré également par Savonia de Brazza. C'est ce que l'histoire dit. Si. Et finalement, Savonia de Brazza a été envoyé par la France, Livingstone a été envoyé par le roi belge Léopold II. Et finalement, ils se querellent, c'est moi, c'est moi et c'est moi. Donc du coup, pour éviter des querelles entre eux, ils se sont retrouvés en Allemagne de novembre à février 1885. Pour partager l'Afrique. Donc, de novembre 1884 à février 1885, ils se sont retrouvés à Berlin pour décider de la manière dont il fallait occuper l'Afrique. C'était là-bas qu'ils ont décidé ensemble, compas, équerre et rapporteurs à l'appui, comment est-ce que l'Afrique allait être partagée sans tenir compte des peuples africains. Donc, c'est ce qui fait que, par exemple, l'Empire du Mali a été saccagé et après... vous allez retrouver la population de l'Empire du Mali au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, en Guinée, au Sénégal. Les pays limitrophes en gros. En fait, c'est un même peuple qui formait un empire.
Mais les Blancs sont venus tracer les frontières. Vous allez trouver Camara en Gambie, Camara à Dakar, Camara en Guinée, Camara en Sierra Leone, Camara en Côte d'Ivoire. Ils formaient un même peuple. Vous allez retrouver Traoré au Burkina Faso, Traoré au Niger, Traoré au Mali, Traoré en Guinée et ainsi de suite. C'est un même peuple, c'est le peuple mandingue. Et donc, quand les Blancs vont venir tracer les frontières, ils ne vont pas regarder, c'est un même peuple. Chacun occupe l'espace où il a trouvé. Et donc, le principe qui leur permettait d'occuper l'espace est appelé le principe de l'interland. Que dit ce principe? Il dit, toute puissance installée sur la côte a le droit de repousser les frontières de ses conquêtes territoriales jusqu'à ce qu'elle ne rencontre des obstacles naturels, c'est-à-dire une montagne ou un cours d'eau que la puissance ne peut pas traverser, ou des obstacles naturels, les limites d'un autre pays qui est en train de conquérir, d'une autre puissance impérialiste. Donc, les Allemands vont se baser sur la base de ce principe et commencer par conquérir l'espace de la côte vers l'intérieur. C'est ainsi que le Togo est parti de Baguida, où le traité de protectorat a été signé, jusqu'à arriver à Saint-Cassé. Et c'est de ça que nous disons, que nous allons parler au cours de cette émission en parlant de la constitution de l'espace territorial du Togo. En ce moment, il s'appelait Togoland. Lorsque les Allemands l'ont conquis, ils l'ont appelé Togoland. Alors, docteur, comment est-ce que la conquête du Sud et du Nord a été effective? Et oui, les Allemands, après avoir signé le traité de protectorat avec le roi Malapa de Togoville, ils vont continuer par se diriger vers l'intérieur en essayant de signer d'autres traités avec d'autres chefs. Donc, dans le Sud, ils se sont basés sur le fait que, au niveau de la frontière avec le Ghana, qu'on appelait la Gold Coast, vous savez que, et j'ai expliqué dans l'ancienne émission, dans la précédente émission, la frontière entre le Togo et le Ghana, la frontière actuelle, a été fixée par les commerçants, c'est-à-dire, ce sont les commerçants qui faisaient le commerce des échanges des produits locaux, qui étaient d'abord à Keta. Ils étaient à Keta, c'est de Keta qu'ils ont été chassés par l'administration coloniale britannique qui était au Ghana, en Gold Coast, et de Keta, ils sont venus à Denou. De Denou, sur la pression de l'administration britannique, ils vont se replier pour venir à Aflao, qui est resté la frontière actuelle entre le Togo et la Gold Coast. Donc les Allemands vont partir de là et repousser les frontières vers l'intérieur. Donc, comme le dit le principe de l'Interland, dès que vous rencontrez une frontière artificielle, c'est-à-dire les limites territoriales d'un autre pays conquérant, vous n'avancez plus. Ça fait que du côté ouest, les Allemands n'ont plus avancé. Ils ont signé des accords avec la Gold Coast et la Britannique, la Grande-Bretagne. L'actuel Ghana. L'actuel Ghana. Ils vont signer des accords avec la Grande-Bretagne. C'est-à-dire la négociation se fait entre puissances, pas avec les pays conquis. C'est la Grande-Bretagne qui était en Gold Coast. Donc l'Allemagne signe avec la Gold Coast des accords pour s'entendre sur la frontière qui sépare leurs conquêtes. C'est ainsi que la frontière entre le Togo et la Gold Coast a été délimitée à travers les accords entre les Allemands et les Britanniques installés en Gold Coast. Maintenant, le territoire lui-même, dans la partie ouest, les Allemands vont essayer de signer des traités avec les peuples et avec les peuples, et le peuple élevé qu'on appelait les Agotime au niveau de la zone de Tové et de Palimé. Ce peuple, au lieu d'accepter, comme l'ont fait le roi Mlapa de Togoville, ont plutôt rejeté la décision ou bien la proposition d'accord des Allemands, ce qui va amener ce peuple à résister. Du côté est, la frontière avec le Bénin, qui s'appelait Dahomey, va être négociée entre un accord, à partir d'un accord signé entre l'Allemagne et la France, qui était au Bénin, ou bien au Dahomey. Donc la frontière également sera tracée. Mais les peuples qui étaient là, il fallait négocier avec ces peuples en signant des traités.
Il y avait par exemple le royaume de Glidji qui était là-bas. Les rois également là-bas n'ont pas résisté, ils ont accepté, signé un traité avec le colonisateur. Donc, à partir du traité de Protectorat, les Allemands ont signé d'autres traités avec les populations de l'intérieur, au fur et à mesure, jusqu'à conquérir l'espace togolais. Voilà. Donc, il y en a qui vont accepter facilement signer les accords avec eux, tout comme d'autres ne vont pas accepter, ils vont rejeter. Quand nous préparions cette émission, nous avons appris que certains peuples ont accepté le colonisateur sans résister. Vous confirmez? Oui, bien évidemment, tel que je le disais. Donc, lorsque les Allemands étaient en train de conquérir l'espace, ils ont eu à essuyer le refus de certains peuples à leur installation, mais d'autres ont plutôt accepté sans résister, à commencer par la signature du traité de Protectorat avec le roi Malapa de Togoville. Il a accepté sans résister. Oui. Il y a également les rois des royaumes de Glidji qui ont également accepté le colonisateur à travers la signature des traités de Protectorat. Vers l'intérieur, il y a aussi le royaume de Tchaoudjo. Le royaume de Tchaoudjo. Parlant du peuple, ça. Voilà. Le royaume de Tchaoudjo avec le roi Ouro Djobo Boukari, dit Ouro Eso. En fait, ça veut dire Ouro Eso, ça veut dire Dieu, roi Dieu. Donc, lui aussi, qui était à la tête du royaume de Tchaoudjo, qui était installé à Paratao, a accepté le colonisateur sans résister. En réalité, le roi de Tchaoudjo a accepté le colonisateur sans résister parce que il était arrivé au pouvoir à travers des voies un peu non légales. C'est-à-dire, dans le royaume de Tchaoudjo en ce moment, il y avait 7 vestibules. C'est-à-dire, il y avait 7 familles qui étaient dans 7 villages différents qui postulaient au titre du roi supérieur du royaume Thèbes. Les 7 vestibules postulaient à la chefferie traditionnelle. Mais quand c'est arrivé autour d'un vestibule de postuler, ce n'était pas le tour de Paratao. Et Ouro Djobo de Paratao a forcé la main. Il a constitué une armée solide formée des fantassins et des guerriers puissamment armés et qui faisaient la guerre avec des chevaux. Ce qui était une innovation dans l'espace territorial du royaume de Tchaoudjo parce que jamais aucun chef n'avait constitué une armée puissante avec des chevaux et qui faisait la guerre avec des chevaux. Ces guerriers s'appelaient les Semassi. C'est justement en référence à ces guerriers qu'on appelle l'équipe de Tchaoudjo, les Semassi de Soukoudé. Il a constitué une armée solide et il est allé prendre le pouvoir par force, le pouvoir pour symboliser la chefferie traditionnelle en pays Thème. Il fallait que dans le vestibule qui symbolise la chefferie supérieure, au sommet de la vestibule, il y a l'œuf d'Autriche. L'œuf d'Autriche, c'est le seul œuf qui se promène de vestibule en vestibule. Le village qui a la royauté supérieure a l'œuf d'Autriche sur le sommet, au sommet du vestibule. Donc, il est allé avec ses soldats combattre le roi qui est mort et dont la régence était assurée. Il a arraché prendre l'œuf par force est venu le mettre sur le sommet de, ça date pas d'aujourd'hui, là. De son vestibule et il a régné par force. Donc, il était contesté dans la royauté traditionnelle du pays Tchaoudjo. Donc, quand le colonisateur arrivait, à partir des années 1900, 1899, 1900, le colonisateur était arrivé en pays Thème. Au lieu que le roi rejette le colonisateur, il a plutôt profité, noué le pacte avec le colonisateur, qui, avec le colonisateur, a gagné une autre force pour pouvoir mater ou bien faire taire toutes les contestations de son pouvoir en pays Thème. Et régner facilement. Le colonisateur va profiter de lui pour faire la conquête du Nord, notamment en pays Kara, où le colonisateur va s'appuyer sur son armée pour aller conquérir le pays Kabyais. Le pays Kabyais et en allant vers le Grand Nord. Voilà. D'accord. Donc, il y a donc, pour résumer, des chefs ou des communautés qui n'ont pas résisté. Je parle des communautés. Au sud, nous avons les royautés de Glidji et au nord, nous avons la chefferie traditionnelle et thème du chef ou bien du roi Ouro Djobo Boukari, dit Boukar Semo ou dit Ouro Eso.
Alors, qu'en est-il des peuples ou des rois qui ont résisté? Des rois qui ont résisté, ils sont assez nombreux, à commencer par le roi Adjakoizum. Adjakoizum, c'est le roi du royaume de Tado. Le royaume de Tado, c'est le royaume Adja, qui était installé à Tado. Tado, aujourd'hui, c'est une petite bourgade qui se situe à la frontière entre le Togo et le Bénin, mais en ce moment, qui était un grand royaume. Et donc, il était aux prises avec les Allemands et les Français. Les Français étaient en train de conquérir l'espace du Dahomey. Je disais tantôt que Dado est aujourd'hui à la frontière entre le Togo et le Bénin. Donc, les Français étaient en train de conquérir le Dahomey. Ils se battaient contre le roi Béhanzin. Le roi de Tado, Adjakoizum, sait que s'ils arrivent à combattre Béhanzin, il ne va pas le laisser. Donc, il a apporté main forte à Béhanzin pour lutter contre les Français. Ce qui fait que les Français vont également mettre la main sur lui. Donc, il a résisté aux Français pendant que les Allemands étaient en train de conquérir en montant. Lui, il résistait déjà aux Français du côté est. Finalement, il sera arrêté. Bon, lui-même, il s'est rendu parce qu'à un moment donné, il a été saboté par un de ses frères qu'on a nommé chef à sa place quand il menait la guérilla. Donc, il va finalement se rendre et les Français vont l'arrêter. Son frère l'a vendu en gros. Et ils l'ont déporté au Gabon, dans une île où il va mourir finalement en 1913, je pense. Il s'appelle Adja Koizum. Nous avons fait un colloque en 2013 qui était consacré au refus de l'ordre colonial, à l'issue duquel nous avons effectué un voyage sur le site de la royauté du royaume de Tado. Nous avons été témoins du reste du roi Koizum et de la manière dont le roi a vécu jusqu'à sa mort. Nous avons également profité pour construire une stèle en son honneur pour célébrer les héros de la résistance togolaise. Nous n'allons pas continuer par enseigner à nos élèves Samori Touré, Prempeh et autres, alors que nous aussi, nous avons des héros. Du côté, dans le nord du pays, nous avons le roi Nabiema Assabié. Nabiema Assabié, c'est un des descendants de Nabiama Bosafo, celui-là qui a conduit le peuple Anoufo pour l'installer là où il est. Vous savez que le peuple Anoufo, ou les Tchok aussi, ont quitté le pays Ano, en Côte d'Ivoire, vers le 15e, 16e siècle. Ils sont venus s'installer en plein pays Moba. Par force, ils ont soumis les Moba et ils sont installés par force, ce qui a créé une inimitié entre eux et les Moba. Donc, eux aussi vont résister aux Allemands, notamment à travers Nabiema Assabié, qui, grâce à sa lutte, ou bien à la suite de cette lutte, il sera fusillé sur le champ par les Allemands. À bout portant. Hein. À bout portant, il va finir martyr. Donc voilà les deux héros, chefs héros de la résistance ou de refus de l'ordre colonial du Togo. Mis à part ces chefs, nous avons également des peuples qui ont résisté. Nous avons les peuples qui ont résisté, les peuples Konkomba. Les Konkomba sont les plus résistants de tout le pays parce que jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale ne vienne chasser les Allemands au Togo, les Allemands n'ont jamais réussi à pacifier le pays Konkomba. Ils n'ont jamais laissé la contestation coloniale. C'était rude là-bas. Les Allemands ont réussi à faire taire toutes les contestations coloniales, sauf en pays Konkomba. Même quand les Allemands sont partis après la Première Guerre mondiale et que les Français sont arrivés, ça n'a toujours pas été facile. Donc, sont les premiers en termes de résistance. Il y a les Konkomba, il y a les Tové, les populations de Tové-Djigbe, où les Allemands ont dû brûler sur une distance de 30 km tout un village, notamment Fondering, en représailles au fait qu'ils ont décapité un concurrent allemand. Donc, nous avons des peuples comme les Kabyles qui ont également résisté. Nous avons à peu près un pays Bassa, j'ai parlé tantôt des Konkomba. Donc voilà un peu les peuples qu'on peut citer comme étant les résistants. Alors docteur, ce territoire ainsi conquis par les Allemands, comment l'ont-ils administré? Puis bien évidemment, les Allemands, dans l'administration coloniale,
divisé le territoire en cercles. Je pense qu'ils ont divisé le territoire en six cercles et plus tard en 7 cercles. Les cercles sont aujourd'hui ce que nous appelons les régions. Les régions. Il y avait le cercle de Sansane Mango, il y avait le cercle de Sokodé Bassari. En fait, ce sont les anciennes appellations en ce moment. On appelait Sansane Mango, et le cercle de Sokodé Bassari, le cercle de Ketikrachi, le cercle de Mizarehe, il y a le cercle d'Atakwame, il y a le cercle de Lomé et le cercle d'Anero. Donc, ces cercles étaient en ce moment ce qu'on appelle les régions. À la tête de chaque cercle, il y avait le commandant du cercle. C'est en référence à ça que vous allez peut-être entendre dans certaines villes. On dit, si quelqu'un va à la préfecture, il va chez le commandant. Donc, on appelait le commandant du cercle. Donc, à la suite du commandant du cercle, lui, il recevait l'information ou les instructions depuis le sommet, le gouverneur, et il dispatchait l'information dans son cercle. Et dans le cercle, nous avons les chefs de village et de canton qui recevaient les informations et les faisaient appliquer à travers la population. Voilà un peu les Allemands, comment les enfants ont cadré ou administré le territoire togolais. Les zones où ils avaient du mal à pacifier les populations, ils les implantaient ce qu'on appelle les postes. Les postes sont considérés un peu ce qu'on peut appeler aujourd'hui les préfectures. Et ils ont multiplié beaucoup de postes en pays comme Combat où ils avaient du mal à pacifier la population. D'accord, docteur. Alors, pourquoi le Togo est-il considéré comme une colonie moderne? Oui, à l'époque coloniale allemande, le Togo a été appelé en allemand Musterkolonie. Ça veut dire colonie modèle. Oui. Vous savez que quand vous voulez faire quelque chose, quand on considère quelque chose comme modèle, ça veut dire que c'est la chose la plus réussie possible, la chose la plus idéale possible. Donc, si le Togo était considéré à l'époque coloniale allemande comme une colonie modèle, c'est que, quelque part, le modèle de la colonisation s'est bien opérationnalisé ou bien a bien fonctionné au Togo. Quel était le modèle de la colonisation? Tout à fait, j'allais en venir. Le modèle de la colonisation, c'est que la puissance coloniale quitte son pays, arrive pour coloniser dans un pays. Pour coloniser, la puissance coloniale ne doit pas investir pour rien. C'est-à-dire, la puissance et la colonie ne devraient pas coûter cher à la puissance coloniale. C'est-à-dire que tout l'investissement que la puissance coloniale est en train de faire dans la colonie, il faut que ça soit productif. Je donne un exemple. Les chemins de fer ont été construits, pas au hasard. Ah oui, les chemins de fer ont été construits au Togo sur la base du fait qu'il y avait les noix de coco à transporter d'Anero vers Lomé. C'est pourquoi on appelle la ligne Lomé-Anero, ligne de coco. Il y avait du coton à transporter d'Atakwame à Lomé pour l'exporter vers l'extérieur. C'est pourquoi on a construit ligne de chemin de fer Lomé-Atakwame. Il y avait le café cacao vers Palimé à transporter pour l'amener vers Lomé et exporter vers l'Allemagne. C'est pourquoi on a construit une ligne de chemin de fer Lomé-Palimé. Donc l'investissement n'a pas coûté cher à l'Allemagne. Tout l'investissement que l'Allemagne a fait, ça a été productif de manière à ce que le résultat escompté a été au-delà de l'espérance. Alors que dans certaines colonies, les puissances ont investi et ça n'a pas produit. Ailleurs, même dans certains pays colonisateurs, en France, en Belgique et autres, la population critiquait le pouvoir en place qui colonisait parce que pour certaines populations, la colonisation consiste à aller brader l'argent dans les colonies pour rien. Donc, au Togo, ça n'a pas été pour rien. L'argent investi par les Allemands a été productif et les Allemands ont tiré le surplus. C'est pourquoi ils ont considéré le Togo comme une colonie modèle. C'est-à-dire que le modèle de la colonisation a bien fonctionné. Donc, les gens disaient que comme le Togo était une colonie modèle, les gens s'enorgueillissaient, ils pensaient qu'on nous glorifiait. Non. Colonie modèle parce que quand il s'agissait de prendre la main d'œuvre, on prenait la main d'œuvre sur place, sans payer. Et c'est ça qui a rendu la colonie modèle. Donc, c'est que colonie modèle au prix des travaux forcés.
à l'époque coloniale allemande, tout Togolais devait payer l'impôt de capitation, l'impôt par tête. Tu n'as pas d'argent pour payer, tu viens travailler 12 jours pendant le mois. Travaux forcés. Travaux forcés. Et tu retournes dans ton village, aller continuer ton travail. C'est grâce à toutes ces corvées-là que les investissements ont été assez productifs de manière à ce que l'Allemagne considère le Togo comme Mosta, colonie ou colonie modèle. Merci infiniment, docteur. Je vous en prie. Nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Et certainement, vous avez un mot pour surtout nos jeunes qui sont sur les bancs actuellement, les classes d'examen. Parce que en dehors de ce qu'on dit, c'est aussi pédagogique, il faut le dire. Mais bien sûr, la plupart de ce que nous disons ici sont des éléments qui sont au programme dans l'enseignement secondaire, aussi bien dans l'enseignement secondaire 1 que dans l'enseignement secondaire 2, et même dans le primaire. Donc, nous exerçons les élèves à plus d'assiduité à l'école, mais également ils peuvent consulter ces émissions sur les médias sociaux, qu'ils ne focalisent pas leurs énergies sur TikTok et autres. Tout à fait. En réalité, TikTok n'est pas fait pour nuire, mais si vous savez utiliser, en ne consultant que les informations qui vous concernent, qui concernent votre étude, vous allez tirer profit de TikTok, de WhatsApp, de Imo et d'autres médias sociaux. Donc, je les appelle à une prise de conscience. Actuellement, nous sommes en période ou bien en contexte d'approche par compétence qui met l'élève au centre de l'éducation, de l'enseignement apprentissage. C'est-à-dire, l'enseignant propose une situation d'apprentissage ou problème à un élève, il va chercher les ressources nécessaires pour venir résoudre le problème. Et dans ces recherches, il peut considérer les médias sociaux. L'émission que nous venons de passer peut leur être utile quant à ce qui concerne l'enseignement de l'histoire et de la géographie. Merci infiniment, docteur, d'avoir accepté de répondre aux questions d'Investimedia. Certainement, on va se rencontrer ou vous allez encore venir sur ce plateau pour nous parler également d'un autre thème. Mais déjà, j'annonce déjà aux téléspectateurs et internautes les mythes d'autochtonie au Togo. C'est bien ça? Et bien sûr, tout le plaisir sera pour nous. Et à chaque fois que de besoin, nous parlerons pour la prochaine fois des mythes d'autochtonie. C'est-à-dire, ce sont des mythes ou des légendes que certains peuples ont racontées pour affirmer leur autochtonie ou l'ancienneté de l'occupation de l'espace togolais. Merci infiniment, docteur. Je vous en prie. Alors, chers internautes, juste pour vous dire, c'est une série d'émissions que nous avons organisées, histoire de faire comprendre au peuple togolais l'histoire de notre cher pays, le Togo. Fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne suite de programme chez vous sur Invistimedia. D'ici là, travaillons à la beauté de notre propre narratif. À très vite. Suivez l'entrevue avec Ready Study Go International, RSG au cœur de votre projet d'études à l'international.